Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour votre premier grand rendez-vous, votre rendez-vous d'échange, de débat, de rencontre. Et nous allons parler aujourd'hui, 8 mars oblige, de la place de la femme dans l'agriculture en cette journée internationale des droits des femmes. L'occasion de voir quel regard aujourd'hui on porte sur ces agricultrices, si elles sont aujourd'hui chefs d'exploitation ou pas. Et selon le ministère de l'Agriculture, un agriculteur sur 3 est une agricultrice et pour 62% d'entre elles, elles sont chefs d'exploitation. Alors pour bien comprendre le quotidien des femmes dans l'agriculture, je vais vous présenter nos invités. Tout d'abord, ici dans le studio, Fanny Boutarin. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors vous venez de la Drôme, vous êtes productrice d'ail, mais pas n'importe quel ail. En effet. C'est quoi votre ail? Alors on produit de l'ail. Normal. Normal, voilà. C'est nécessaire au démarrage. Un ail IGP de la Drôme avec une indication géographique protégée, un signe de qualité. Et cet ail-là, on le transforme en ail noir. Alors par exemple. Vous nous raconterez tout à l'heure comment se fait la mutation entre l'ail classique, on va dire, et l'ail noir. Françoise Crété, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes cultivatrice dans la Somme, mais également présidente de la Chambre d'agriculture de la Somme. Dites-moi, les femmes présidentes de Chambre d'agriculture, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Non, il y en a 6 ou 7. Ouais. Il y a donc encore une marge de progression, comme on dit. Peut-être que c'est parce que nous valons double. Sans doute. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, en duplex, depuis Bourg-Saint-Maurice, on va retrouver Caroline Frison. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour. Alors, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, il y avait quand même pas mal de travail dans la ferme, hein, puisque c'est une exploitation laitière, comme on dit, mais vous avez laissé le boulot à votre père, c'est bien ça? Voilà, c'est bien ça. 16h30, c'est le début du boulot. Donc du coup, c'est le papa qui est au travail pour ce soir. Et un boulot, comme vous dites, important, parce que du lait de vos vaches sont des tarines, je crois, hein, c'est bien ça. Vous faites du Beaufort. Voilà, des tarines. Pour la production du Beaufort, c'est ça. On va faire carrément, on va partir dans un autre massif, dans les Pyrénées. On va retrouver Anne-Laure Fondeur. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors vous n'êtes pas agricultrice, mais vous êtes chef du service des contrôles et certifications. Je ne me suis pas trompé, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Alors vous nous expliquerez ce que c'est que le service des contrôles et certifications, mais avec vous on verra aussi la place des femmes dans l'agriculture, mais vue dans la haute administration agricole et notamment au ministère de l'Agriculture. Nous avons également sur ce plateau en duplex de Bourges, Marielle Dubois. Bonsoir Marielle. Bonjour, bonsoir. Alors vous êtes multiplicatrice, donc vous, votre métier, votre cœur de métier, c'est les semences, hein, c'est bien ça? Grande culture et semences en particulier. Alors on reparlera tout ça dans un instant, et à mes côtés également Marie-Cécile Damas. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Bon, on a l'habitude, on se retrouve chaque année pendant le salon de l'agriculture et a fortiori cette année dans cette opération hors les murs, hors la porte de Versailles. Vous êtes ingénieur agronome, spécialiste innovation et marché d'Agridé. Et avec vous, on va voir un peu la place de la femme aujourd'hui. Alors, au risque d'être un peu provocateur, je dirais que moi j'ai l'impression que la femme dans l'agriculture est transparente. Si on regarde les sites internet, on va sur Google, on cherche agricultrice, on va trouver quasiment moitié moins, voire 3 fois moins de références que pour les hommes. Vous expliquez ça comment? Oui, alors il y a les agricultrices, effectivement, mais il y a aussi tout le monde qui gravite autour en fait des agriculteurs et des agricultrices, tout le monde agricole, et dans lequel il y a de plus en plus de femmes visibles, mais c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup qui sont invisibles ou inaudibles. Et en Pourquoi? fait, c'est ça le problème. En fait, à mon avis, il y a 2 raisons. Évidemment, c'est un milieu qui est assez patriarcal au départ, hein, donc je pense qu'il y a le poids de l'histoire. Et puis, je pense que les femmes ont aussi du mal à prendre leur place. Elles ont du mal à parler, elles ont du mal à être visibles. Et puis, il y a une histoire de génération. Je pense que les générations les plus jeunes arrivant, ça devient plus facile de s'exprimer. Aujourd'hui, les jeunes filles, elles parlent, elles sont désinhibées par rapport aux générations précédentes. Et donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais cette histoire de prendre sa place, d'avoir suffisamment de voix. Il y a un livre que j'avais beaucoup aimé, c'était Femmes, faites-vous entendre.
Et c'est un petit peu ça, c'est comment les femmes arrivent à placer leur voix pour se faire entendre dans une réunion d'hommes. Et c'est encore souvent le cas dans un conseil d'administration, dans une réunion. Quand on prend des décisions, bah, c'est plus facile quand on a une grosse voix bien forte et bien grave que quand on a une petite voix fluette. Donc justement, voilà, ça s'apprend. Justement, Françoise, comment vous faites, vous, pour faire imposer vos opinions dans une réunion de la Chambre d'agriculture de la Somme, où il y a quand même combien, 80% d'agriculteurs? Il y a dans la Chambre d'agriculture, oui, nous avons la parité. Nous avons la parité dans notre bureau, dans notre session. Mais par contre, c'est vrai que c'est compliqué et qu'il faut développer beaucoup d'arguments. Et bon, j'ai la chance d'avoir quelquefois des arguments qui sont autres que les arguments de ces messieurs. Donc, il y a une... C'est-à-dire, donnez-moi des exemples. Ben moi, je m'appuie sur mon expérience qui n'est pas que agricultrice, qui est aussi de tous les contacts que j'ai nourris en étant maman, en étant présente à l'école, en étant présente dans des associations diverses. Ce qui fait que je prends ma casquette d'agricultrice, mais je prends aussi ma casquette de mère au foyer, de femme. Et je donne des arguments qui sont peut-être moins masculins, mais qui sont obligés d'entendre parce que ça leur fait ça fait écho à ce qu'ils entendent à la maison. Et franchement, c'est vrai que c'est très compliqué lorsque le public ne me connaît pas ou je ne connais pas le public, mais lorsque je suis sur mon territoire, je vais dire de la Somme, je me sens en confiance, donc c'est assez simple, c'est relativement simple. Fanny, vous faites votre place comment? Parce que si j'ai bien compris, dans l'exploitation familiale, vous êtes arrivé un petit peu après. Alors expliquez-moi. Moi, je me suis inscrite en complémentarité, mais en effet, il y a des femmes et il y a des hommes, et je pense qu'il y a de la place. En fait, c'est que chacun fasse sa place comme il en a envie et qu'il soit reconnu bien à sa place. Moi, je pense que c'est ce qui est important. Donc moi, je suis venue vraiment m'inscrire en complémentarité avec mon mari. Alors ça n'empêche pas que, c'est-à-dire que je suis venue apporter de la valeur sur l'exploitation en transformant les produits que lui produit, voilà, issus des champs. Caroline, du côté de Bourg-Saint-Maurice, on fait sa place comment dans une exploitation qui est à fortiori une exploitation familiale avec votre père? Eh ben, la place, elle s'est faite tout naturellement. Je me suis associée avec mon père et il m'a fait confiance tout de suite. Donc du coup, on a chacun notre travail, on est complémentaires. Et finalement, ouais, la place, j'ai pas eu besoin de beaucoup de force pour la prendre. Alors c'est quoi la complémentarité justement? Décrivez-moi un peu votre activité au quotidien. Eh ben nous, les activités, elles sont basées autour des bêtes. Donc du coup, chaque jour, on commence par la traite pour livrer notre lait aux coopératives de Beaufort. Donc ensuite, après, on s'occupe de l'alimentation des bêtes. L'été, c'est plus des parcs, l'entretien des alpages. Et l'hiver, c'est l'entretien du bâtiment, c'est les petits veaux qui naissent. Et comment vous partagez le travail avec votre L'été, il y a père? aussi... Alors moi, je serais plus sur les bêtes et mon père plus sur les tracteurs. J'ai un petit peu du mal sur les tracteurs. Pourquoi? Donc du coup, c'est vrai que bien complémentaire. Moi, j'ai plus cette affection avec les bêtes. Et du coup, lui, il est un peu plus sur le matériel, sur la fenaison, sur tout ce qui est entretien de l'alpage. Et les tracteurs, c'est bien parce que pendant l'hiver, vous vous en servez quasiment pas, voire pas du tout. Ouais, voilà, ils sont rangés au garage, c'est très bien. On s'en sert le moins possible l'hiver. Marielle Dubois, même question. Vous, comment ça se passe pour faire entendre votre voix dans un milieu, les multiplicateurs, qui est quand même un métier particulièrement masculin? J'ai l'impression que le fait d'être une femme, c'est pas forcément une faiblesse, ou je sais pas ce qu'on peut entendre par là, mais c'est surtout des connaissances techniques, agronomiques qui font que on a notre position aussi bien qu'un homme. Donc je vois pas tellement de différence à partir du moment où on aime son métier, on le connaît, on est professionnel en fait. Et alors, on parlait tout à l'heure de la place des femmes dans le monde agricole, mais il y a aussi
tout ce qui tourne autour de l'agriculture, les administrations. Anne-Laure Fondeur, le ministère de l'Agriculture, je crois qu'on est à 40% de postes de responsabilité confiés à des femmes et 60% à des hommes, donc on est encore assez loin de la parité. Mais comment on fait évoluer cette situation ? Alors, moi, je j'ai jamais vraiment senti de dire parce que j'ai eu la vocation pour ce métier, ayant des femmes prendre la parole publiquement. Donc, j'ai jamais eu l'impression que c'était un endroit où je pourrais pas faire ma place. À savoir quand même que l'objectif de 40%, c'est un objectif qui est fixé par le gouvernement dans l'engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, on n'est pas tout à fait à l'objectif de la parité, mais on est en forte progression. Donc, le ministère de l'Agriculture n'est pas le ministère le plus féminisé du gouvernement, mais il a quand même une bonne place dans l'ensemble des ministères. Encore une fois, moi, je pense comme Madame Dubois qu'il y a pas vraiment de différence et j'ai jamais vraiment ressenti ce besoin de me faire entendre plus parce que j'étais une femme. C'est vrai qu'il y a assez peu de femmes qui ont occupé, j'allais dire, dans le monde agricole, la fonction suprême, à savoir ministre de l'Agriculture. Oui, pour pas dire peu, je crois que c'est pas. Mais parce qu'elle est restée très longtemps ministre de l'Agriculture. C'est ça. Enfin. Après, alors, elle a été Premier ministre après, donc ça peut donner de l'espoir pour les femmes qui occupent ce poste. Alors, quand on parle de la place des femmes dans la vie professionnelle, on a coutume de dire que finalement, vous avez deux jobs. Votre job et celui de mère de famille. Est-ce que c'est pas plus compliqué encore quand on est dans l'agriculture, votre job et vos enfants et puis les fonctions électives, par exemple comme vous à la Chambre d'agriculture? Bon, c'est peut-être que ça dépend comment le conjoint voit la chose et comment on peut s'organiser à deux. C'est vrai qu'il y avait quand même dans la société agricole assez patriarcale des habitudes très ancrées qui étaient la femme à la maison et le monsieur dans les champs, à la chasse. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on trouve quand même beaucoup moins dans les jeunes générations. Moi, je vois mon fils, je vois mes beaux-fils. Maintenant, c'est quelque chose qui est devenu évident pour eux de s'occuper du bébé, d'aller chercher à l'école, de faire du ménage. Donc, je pense que ça va bouger beaucoup et ça va donner beaucoup d'équilibre pour les futures jeunes dames. Pas forcément très simple d'être agricultrice, Marie-Cécile, quand on voit toutes les contraintes qu'il y a derrière et puis finalement des choses auxquelles on n'a plus forcément accès. Je pense aux vacances, je pense à tout ce qui fait, j'allais dire, le sel de la vie ordinaire. Oui, je pense que c'est vraiment une question d'équilibre. Hein. Équilibre, harmonie, c'est des mots qu'on a déjà prononcés là. Et peut-être que justement, c'est avec la voix des femmes qu'on ose plus parler de la vie personnelle en complémentarité de la vie professionnelle. Je pense que c'est sans doute parce qu'il y a de plus en plus de voix féminines dans le monde du travail, que ce soit dans l'agriculture ou ailleurs, que les hommes aujourd'hui qui travaillent osent plus parler de leur vie personnelle aussi. Et qu'ils osent dire, il est 18h, je vais chercher mon fils à l'école. Et qu'on les regarde pas bizarrement, on trouve ça super, qu'ils osent le dire enfin, ce genre de choses, voilà. Et je trouve que du coup, cette harmonie, cette non-culpabilité, parce que on a aussi une vie après le boulot, c'est plutôt sympathique. Et c'est grâce à la féminisation de ce monde. Fanny, on l'a vu pendant le confinement, le premier confinement, les gens qui se retrouvaient, les couples qui se retrouvaient confinés dans leur appartement, dans leur maison, parfois à télétravailler ensemble, au bout d'un moment, on ne se supportait plus. Comment vous faites, vous, pour travailler ensemble avec votre mari sur l'ail? Vous parlez de complémentarité tout à l'heure, ça se passe comment au quotidien? On a la chance de ne pas être isolés dans une même pièce tout le temps. On a tout l'espace pour nous. Un peu de la même manière que en Savoie, Haute-Savoie, mon mari est beaucoup dans les champs et moi je suis beaucoup dans le labo de transformation. Ça n'empêche pas qu'on se retrouve à des moments pour travailler ensemble dans les champs aussi, mais on est au grand air et puis on a des tâches multiples, donc on est rarement tout le temps ensemble. Donc ça fonctionne bien, c'est facile. Et vous avez la possibilité de prendre du recul justement, peut-être ce que peut pas faire votre mari qui est, j'allais dire, les mains dans le cambouis au volant du tracteur? Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'on a ce privilège-là, en fait, de pouvoir être chacun sur un poste où on a sa force, son expertise, et
donc ça c'est intéressant. Voilà. Alors justement, je voudrais que vous me donniez des exemples, parce que on en a parlé en préparant cette émission. Pour l'ail, vous avez fait marcher la boîte à idées, comme on dit, pour que ça fonctionne. Ben nous, on est partis, on part tous de l'amour de ce qu'on fait, de notre terre, de notre production, et on a envie de le faire aimer aux consommateurs. Et donc c'est ce chemin-là qu'on a pris en fait, en se disant à tous les deux, eh bien on a envie de faire aimer l'ail. Et donc c'est ce qui nous a amené à imaginer des choses et à imaginer l'ail noir. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Il y a l'ail noir notamment. Alors l'ail noir c'est quoi au départ? C'est une variété d'ail? C'est un ail blanc en fait, et on est allé, c'est en voyageant, parce que quand on voyage, quand les quelques vacances qu'on prend, on le prend toujours motivé par ce que l'on fait. Donc quand on part, c'est pour découvrir de l'ail ailleurs. Et donc c'est en voyageant qu'on a découvert l'ail noir. Et on s'est dit on va faire nous aussi. Donc c'est un ail blanc c'est une cuisson basse température simplement. Donc ça c'est ma partie à moi. Moi j'ai vraiment travaillé sur le procédé. Et ça vous avez découvert ça où? Alors on a découvert ça en Angleterre, mais on a voyagé jusqu'au Japon pour aller vraiment à l'origine. Et puis vous avez aussi travaillé sur un autre concept, là, parce qu'on avait un constat simple, l'ail venait de Chine. Et en fait, en revenant au contact du consommateur final, qui pour nous était d'abord les chefs restaurateurs, on s'est rendu compte qu'en France, on a une très belle filière de l'ail, mais l'ail épluché, l'ail qui est déjà transformé, l'ail en deuxième transformation, c'est systématiquement du chinois. Donc là, on s'est dit non, on ne peut pas laisser ça. Il faut que nous, on prenne la place et qu'on puisse proposer aux chefs restaurateurs et aux consommateurs aussi dans un deuxième temps un ail français, même s'il est déjà transformé. Alors Caroline, du côté des producteurs de Beaufort, est-ce que vous avez, parce que c'est vrai que l'élevage c'est quand même quelque chose de particulièrement contraignant, est-ce que vous avez le temps de prendre du recul justement pour envisager l'avenir de votre production? Alors les choses elles évoluent beaucoup, je trouve. Par rapport, moi du coup c'est mon grand-père qui m'a laissé sa place dans l'exploitation. Donc à l'époque le Beaufort était pas aussi réputé. Il fallait quand même il fallait aller au charbon, il fallait aller en station pour faire le salaire, et puis ensuite il fallait quand même faire la traite des vaches pour le Beaufort. Aujourd'hui, on a cet avantage de pouvoir ne plus travailler en double activité. Pour ma part, il y en a encore beaucoup qui doivent le faire. Donc du coup, c'est vrai que le riz, il est plus simple à prendre maintenant, parce que du coup, notre Beaufort, il valorise bien notre métier, et du coup, on a quand même un prix de valorisation qui nous permet de vivre de notre passion, quoi. Et quand vous dites, on peut prendre des week-ends, des vacances. Vous dites j'ai repris la place de mon grand-père, donc vous êtes arrivé dans l'agriculture un peu contrainte et forcée par le poids de la tradition familiale ou pas? Pas du tout, pas du tout. Moi je suis la 5e génération de ma famille à être dans l'élevage, et au contraire au début je savais pas trop, je me taisais, et puis ça a été un déclic. Je suis partie travailler au Québec pendant 5 mois. Et puis quand je suis revenue, j'ai plus voulu quitter mes montagnes. Donc je voulais faire du Beaufort dans ma montagne et avec mes tarines. Alors c'est vrai, Françoise, on voit que là, dans le cas de Caroline, il y a derrière un produit avec une belle valorisation. C'est vrai que le Beaufort aujourd'hui, ça fait partie des fromages un peu entre guillemets, des fromages stars, des plateaux de fromage. C'est pas forcément le cas de toutes les productrices et de tous les producteurs d'avoir des choses très porteuses comme ça. Il y a des filières qu'on appelle longues et des filières plus courtes. Alors c'est vrai que la chance quand on fait des filières courtes, c'est qu'on est en contact avec le consommateur, et c'est quelque chose qui est très valorisant, mais qui a aussi d'autres difficultés, puisqu'il faut notamment avoir une disponibilité. Enfin, c'est plusieurs métiers. C'est produire, c'est transformer et c'est vendre. Donc c'est quand même quelque chose qui demande aussi d'autres travail. Les filières longues, on est valorisé parce que de toute façon on touche tous les consommateurs. Aujourd'hui, le consommateur qui habite dans les villes en banlieue n'a pas la possibilité d'aller chercher le Beaufort directement, ou bien l'ail directement. Donc nous, au niveau des filières longues, ce qu'on s'attache, c'est à avoir une qualité
de produits qui est française et qui est d'ailleurs reconnue par tout le monde et dans le monde entier et qui nous permet d'aller vers le consommateur en disant écoutez, si vous achetez français, eh bien que ce soit des pâtes, du lait, eh bien vous avez une qualité, un socle de qualité qui est très élevé. Et Marielle Dubois, ça s'est passé comment pour vous devenir multiplicatrice parce que c'est à la fois un acte de production mais aussi quelque chose de très technique. Comment on devient multiplicatrice? Déjà, j'ai un diplôme agronomique. Après, j'ai travaillé une dizaine d'années en tant que salarié, en plus de m'installer en attendant le départ à la retraite de mon père et l'arrivée de mon deuxième enfant, où je suis revenue vraiment m'installer sur la ferme. Pendant ce temps-là, je travaillais également dans les semences, dans l'agrofourniture, donc j'ai acquis aussi quelques compétences dans ce domaine-là. Et puis, quand je suis revenue sur la ferme, on faisait déjà de la multiplication de semences depuis longtemps, aussi bien en orge, en blé dur, en blé dans des grandes cultures, mais aussi je fais des carottes porte-graines et l'exploitation est faite depuis une vingtaine d'années où là c'est un petit peu plus spécifique. Et effectivement, il y a ce côté, c'est vraiment la définition de la filière longue qu'on vient d'entendre où il faut de la technique et puis de la traçabilité. Enfin, il faut suivre les cultures au plus près. Pour travailler avec l'innovation dans ces semences pour les autres agriculteurs ensuite dans la filière. Je voudrais qu'on parle aussi de votre exemple. Alors vous, vous êtes chef du service des contrôles et certifications. Vous êtes arrivé dans cet univers de l'agriculture, si j'ai bien compris, par des rencontres. Il n'y avait pas forcément cette vocation au départ en disant « je vais travailler dans le monde de l'agriculture », mais vous avez rencontré des personnalités fortes qui vous ont donné envie. C'est-à-dire que moi, je me destinais plutôt à une carrière médicale. Et puis, j'avais envie de travailler dans le domaine médical où j'hésitais avec le droit. Et puis, à 18 ans, enfin à 16-18 ans, j'ai eu, ma mère dit une révélation, mais j'ai vu la directrice générale de l'alimentation prendre la parole aux 20h sur la crise à l'époque de l'encéphalopathie spongiforme bovine et voir cette femme porter un sujet de crise dans l'agriculture, ça m'a beaucoup marqué et j'ai découvert à ce moment-là que en faisant des études vétérinaires, je pouvais allier ma passion pour l'intérêt médical et ensuite plus tard j'ai aussi rencontré une autre femme qui était haut fonctionnaire aussi qui m'a un peu donné envie de passer le concours de la fonction publique. Donc oui, moi, c'est plutôt effectivement des rencontres de femmes dirigeantes qui m'ont amené vers ce choix-là. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que vous parliez de la grande crise que le monde agricole a connue en 96 et 2000, les deux crises de l'ESB. Aux manettes, si je puis dire, entre guillemets, en dehors du ministre et des ministres de l'Agriculture et du Premier ministre et du chef de l'État, il y avait pratiquement que des femmes. On se souvient de Jeanne Brugère, professeure de l'école vétérinaire d'Alfort, de Marion Guilloux, directrice générale de l'INRA. À l'époque, on n'appelait pas encore ça l'INRAE. On avait Catherine Gélalanel, la directrice générale de l'alimentation. Cette crise a été en grande partie, on le sait peu, gérée par des femmes. Oui, tout à fait. Alors, de là avoir un lien de cause à effet, pour moi, je ne sais pas, mais effectivement, c'est ce que je disais en introduction. Moi, du coup, de cet effet-là, j'avais une vingtaine d'années au moment où ça s'est produit. J'ai eu vraiment l'habitude de voir des femmes haut placées et intervenir sur ces niveaux de crise. Après, je vous rassure, je suis pas complètement étrangère à l'agriculture. Il y a une ferme dans ma famille. Mes arrière-grands-parents ont été les premiers à acquérir des terrains dans la commune où la ferme familiale existe toujours. Donc, je suis pas complètement éloignée du secteur quand même. Il y avait quand même un peu d'agriculture dans vos veines, si je puis dire. Un petit peu, oui. Moi, je voudrais qu'on aborde aussi une question. On l'a vu, Marie-Cécile, pendant que je parlais du Covid tout à l'heure, pour beaucoup de gens, ça a été une révélation. Mais pourquoi
ont fait métro, boulot, dodo, travailler dans un bureau, travailler dans une usine, travailler dans un service public ou ailleurs. Et beaucoup de gens ont dit on va changer de vie. Et est-ce que justement, ça va pas être aussi une révélation pour certaines femmes de dire et si je devenais agricultrice? Ouais, pourquoi pas. Je voulais juste revenir sur quelque chose qui vient d'être dit aussi. Je trouve que c'est très important, ce côté mentorat. En fait, avoir un exemple ou des exemples de femmes dirigeantes ou une personnalité qui soit un modèle pour les jeunes hommes et femmes d'aujourd'hui. Se dire, tiens, pouvoir s'identifier, pas seulement à des hommes, à des grandes figures masculines, mais aussi à des grandes figures féminines. Et en fait, ça me fait penser à un événement qu'on avait organisé chez Agridé il y a quelques années, qu'on avait appelé la rencontre avec des grandes dames. Et en fait, il y avait Marion Guillou, justement, il y avait Louise Fresco, qui est la présidente de l'université de Wageningen, et puis il y avait Pamela Ronald, qui est une chercheuse de l'université de Davis en Californie. Et c'était le thème, c'était la sécurité alimentaire mondiale vue par la recherche scientifique et agronomique internationale. Et c'était assez intéressant d'avoir ces visions de la recherche, de la production agricole et de l'innovation, en fait, pour répondre à ces sujets-là. Et donc voilà, ce côté exemplarité, en fait, ça c'est important, je pense, pour pouvoir s'identifier à quelqu'un. C'est vrai aussi pour vous, Françoise? Oui, tout à fait. Enfin bon, moi je vais rebondir sur quelque chose. C'est tout à l'heure vous avez parlé de chemin. Et je pense que nous, peut-être c'est notre tempérament moi, du moins, c'est moi, je vais parler en mon nom, là, proprement dit, et dans le nom des agricultrices de la Somme. Il y avait quelque temps, on s'est posé la question, on est toujours en crise, c'est vrai qu'on a l'impression que l'agriculture est constamment en crise, et franchement... On dit que l'agriculture, c'est une crise par jour à peu près. Oui, alors, donc c'est quand même quelque chose qui est qui peut inquiéter, et notamment les mamans et les jeunes pour s'installer. Et il y a quelques années, on avait travaillé un programme de mandature chambre d'agriculture avec la commission agricultrice. Et donc nous, on s'est positionné pour comment installer des jeunes, comment nos jeunes vont être heureux demain en agriculture. Et donc cette façon de voir les choses, à mon avis, elle est complètement différente du regard que économique. Et ça rejoint certainement l'envie de certains aujourd'hui de se reconvertir ou de retrouver des racines en s'installant agriculteur ou agricultrice. Parce que je pense que c'est les deux, ça va dans les deux sens. Mais nous, Chambre d'agriculture, là pour le coup, on a évidemment des candidats à l'installation qui sont aujourd'hui de la reconversion. Et donc, on essaie de les accompagner du mieux que nous pouvons, parce que quand même l'agriculture, c'est plus l'agriculture d'il y a 30 ans, 40 ans. On a vu pour faire des semences, on a vu pour faire du fromage, on voit pour faire de l'ail, il faut aller chercher les idées, il faut s'impliquer, et c'est pas du jardinage. Et donc il faut s'entourer de gens qui peuvent nous accompagner agronomiquement de toutes les filières, et il faut aussi être accompagné au niveau de la gestion. Aujourd'hui, et on le dit, on est un monde de paperasserie, et souvent ce sont les femmes qui s'y collent. Donc je peux dire... C'est vrai, Fanny, c'est vous? Les papiers, c'est vous à la maison? Alors, peut-être qu'on fait partie d'un stéréotype, mais oui. Oui, non, mais... Et donc, je pense que la gestion des exploitations, ça s'apprend aussi. Comment on a énormément, quand on s'installe, d'investissement dans le projet. C'est que l'on soit dans n'importe quelle filière, ça demande un investissement en temps et en moyens. Et ça veut dire que quelqu'un qui arrive, il faut qu'il réussisse. Sinon, pour lui, c'est un échec très, très fort. Donc, nous, Chambre d'agriculture de la Somme, aujourd'hui, on essaie et je pense pas que la Somme, hein, je sais parce que c'est une volonté que nous avons eue, voilà. C'est d'accompagner tous les nouveaux arrivants, qu'ils soient jeunes issus de l'agriculture ou qu'ils soient jeunes issus d'ailleurs et moins jeunes, pour qu'ils réussissent le projet. Parce que c'est pas une idée seulement, c'est comment on applique, comment on va jusqu'au bout de l'idée. Alors, comment vous les accompagnez justement? Eh bien déjà en travaillant en groupe.
Parce que, par exemple, quelqu'un qui veut faire des chèvres, des fromages de chèvre, c'est bien, mais il y a une technique. Et nous, au niveau de la Somme, c'est pas notre production, c'est pas dans nos gènes véritablement, dans notre histoire. Et donc, on essaie d'aller chercher des techniciens et des agriculteurs qui font ailleurs pour arriver à amener le savoir. Et alors, moi, je voudrais poser la question à Caroline, la productrice de Beaufort. Bon, être éleveuse, c'est un métier déjà à part entière, mais quand on s'attaque aussi à la transformation, à faire du lait spécifiquement pour faire ce fromage, je suppose que c'est un travail supplémentaire, avec des compétences supplémentaires, avec un savoir-faire supplémentaire. Comment vous l'avez acquis? Eh ben, finalement, j'ai toujours, entre guillemets, su le faire parce que j'ai toujours vu ma famille le faire. Donc, c'est vrai qu'au niveau du Beaufort, on est contraint par un cahier des charges. Mais au final, il faut pas le prendre en contrainte, faut le prendre en atout parce que du coup, c'est comme ça que notre produit est valorisé et comme ça que notre produit est un produit de qualité. Et est-ce que vous êtes nombreuses, les productrices, les éleveuses, à travailler à faire du Beaufort? Parce que moi, j'ai l'impression quand même que la place globalement des agricultrices ou des femmes d'agriculteurs dans votre région, c'est plutôt dans les boutiques des coopératives. Alors du coup, sur la zone Beaufort, on est à 390 exploitations. Donc ça représente 600 personnes. Et sur les 600 personnes, c'est 115 femmes. Donc on est 20% des exploitants agricoles à être des femmes. Et ensuite, sur la partie commercialisation, toute la partie production, transformation, c'est 250 emplois et les femmes représentent plus de 40% de ces emplois-là. Alors, ça c'est intéressant, Marie-Cécile. On voit, quand on regarde les statistiques de l'enseignement agricole, on s'aperçoit qu'il y a finalement assez peu de femmes qui sont dans les secteurs de production directe, mais plus... Comme c'est le cas de Fanny, plus dans la transformation, dans les services, dans tout ce qui est l'agro-environnement. C'est dû à quoi? Pour le coup, je pense que c'est des métiers féminins. Je pense qu'il y a vraiment des métiers genrés, quoi, qu'on le veuille ou non, c'est ça. Au départ, on a plus l'acte de production qui est plus masculin, et puis la transformation, la valorisation, peut-être la cuisine, finalement, c'est quand même assez féminin. Après, chacun a sa part de masculin et de féminin, mais on finit par ça. C'est vrai que si on regarde dans le monde de l'alimentation, je sais pas, les applis qui se montent aujourd'hui pour guider le consommateur dans les magasins, etc., c'est vrai que c'est plutôt des femmes qui sont aux manettes. Le côté je dois trouver un sens à mon alimentation, je dois trouver un sens à mon travail, etc. Toutes ces réflexions autour de la RSE, des entreprises, etc. Ça, c'est des choses qui sont assez féminines. Et en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui dans les grandes entreprises, c'est que c'est parce qu'il y a ces nouveaux postes-là qu'on trouve maintenant davantage de femmes aux postes clés des dirigeants, parce qu'il y a une directrice RSE, etc., etc. Et donc, peut-être la féminisation des métiers, d'une manière générale, appelle à davantage de femmes aux postes de dirigeants, que ce soit des petites entreprises ou des grandes entreprises. Et peut-être parce qu'on est plus, en plus, qui est une injustice totale, on est plus exigeant avec une femme. Par exemple, dans l'agriculture, on va vous demander de conduire votre exploitation, mais en plus d'avoir des idées, mais en plus d'avoir des enfants, mais en plus d'avoir une vie sociale, une vie associative, Françoise. C'est pas Monsieur Plus comme la publicité d'une époque, c'est Madame Plus. Je ne sais pas si c'est... je pense que c'est une complémentarité. Moi, je suis comme... les tracteurs, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas mon truc. Et j'y vais quand c'est la moisson, mais c'est pas mon truc. Je m'éclate pas là-dedans. Et il y a une complémentarité. Moi, je trouve que on peut pas vouloir faire le métier de l'un et de l'autre. Il faut juste faire ce qui nous plaît. Et je pense que les femmes ne vont pas arriver pour faire le boulot des hommes ou vice-versa. Elles vont trouver leur place. Et d'ailleurs, dans les exemples là autour de la table, il y a quand même des jeunes qui sont allés voir ailleurs, qui sont allés au Québec, qui sont allés au Japon, Voilà, on voit qu'il y a une recherche, mais qui est aussi bien masculin que féminin, là, pour le coup. Après, la façon qui produit, qui fait la cuisine, qui fait... Après, c'est un détail. Le principal, c'est de s'organiser. Et alors, justement,
Marielle Dubois, vous disiez, bon, les enfants sont arrivés, etc. Comment s'organise une vie ensuite avec effectivement les activités professionnelles, les responsabilités et puis la vie tout simplement d'une famille ordinaire? Effectivement, tout se complète. Moi, je suis installée seule en plus. Voilà, donc j'ai 2 salariés. Effectivement, toute la partie plus opérationnelle, pour nous, c'est plus les salariés qui sont en charge. Moi, j'organise un petit peu la conduite des cultures, la valorisation des contrats, les projets, l'irrigation, tout ce suivi vraiment de gestion d'entreprise, gestion d'exploitation. En parallèle de ça, j'ai mes enfants qui ont 5 et 7 ans, qui sont pas très vieux encore. Donc, effectivement, il y a l'école le matin, le soir, faut s'en occuper. Ils prennent aussi de la place et c'est important. Mais ce métier permet de la flexibilité, de la souplesse aussi. On arrive un petit peu à tout gérer. Et quand on est salarié, on peut pas faire ça pareil. Il faut aussi pouvoir je pense d'arriver à amener le tout. Il faut aussi pouvoir partager le quotidien. Oui. Alors, par contre, voilà, tout s'entremêle un petit peu selon les moments de l'année, puisqu'en grande culture, c'est plus saisonnier, mais effectivement, oui. Alors, on parlait tout à l'heure là de ces possibles reconversions avec ces gens dont j'aime pas trop le mot hors cadre familial. Je trouve que c'est pas trop administratif, même si c'est comme ça qu'on les appelle. Vous pensez, par exemple, dans la Drôme, que vous allez en voir débarquer là, des nouveaux agriculteurs, des futurs confrères, qui étaient peut-être avant dans une entreprise classique, dans un bureau, dans une usine? J'imagine que oui, parce que la Drôme est belle et qu'il fait bon y vivre. Toujours le premier département bio de France? Alors, je crois qu'il y a d'autres départements qui sont pas bien loin derrière. Hein. Il me semble que, voilà. Mais c'était pionnier, en tout cas, ça c'est sûr, sur le sujet. Mais oui, forcément, parce que, comme on l'a dit là autour, en fait, tout est une question d'équilibre et de sens qu'on veut donner à nos vies. Et donc, on s'est tous rendu compte avec cette crise qu'il y avait des choses qu'on voulait, d'autres qu'on voulait plus. Être enfermé dans un appartement, on n'avait peut-être plus envie. L'alimentation, être un peu plus sûr de ce qu'on mange pour aussi notre bien-être, notre santé, ça fait partie des sujets qui ressortent en effet pendant ce temps de crise. Donc, ça amène à des vocations, à des gens qui disent j'ai envie de moi produire, m'installer comme maraîcher, peut-être pour faire du circuit court, parce qu'on a bien vu que tous ces circuits étaient importants pendant cette crise sanitaire. Donc, certainement, j'imagine que oui, on le saura, on pourra le dire de manière plus ferme dans un ou 2 ans. Quel conseil vous pourriez donner justement à des jeunes femmes qui aujourd'hui voudraient se lancer dans cette aventure? Alors pour le moment, ce qui peut paraître une immense aventure, qui ne savent pas forcément si elles veulent être maraîchères, éleveuses, etc. Moi, je dis qu'il faut faut écouter un petit peu ses envies et en même temps, faut travailler le sujet. Enfin, rien ne s'improvise non plus. Il faut faire attention non plus. On s'improvise pas du jour au lendemain. Il y a une technicité, il y a des contraintes, donc il faut avoir conscience. Enfin, il y a l'envie sur le moment, le rêve, et puis après, il y a la prise de conscience de toutes les contraintes et de toute la technicité qui est nécessaire pour pas faire n'importe quoi aussi. Françoise, quand vous les voyez arriver dans la chambre d'agriculture, vous leur dites attention, c'est pas aussi simple que ce que vous pouvez imaginer, parce que là, c'est clair qu'en ce moment, il y a l'image d'Épinal. C'est ce que disait Fanny, on commence à s'intéresser à notre alimentation, à notre rapport à la terre, à l'environnement. Après, on a besoin de jeunes qui arrivent dans nos métiers, mais on a besoin de jeunes formés et on a besoin de jeunes dans tous les filières. On n'a pas des gens qui rêvent, c'est bien, mais il faut remettre les pieds sur terre évidemment en derrière. Il faut qu'ils aillent voir évidemment ailleurs. Après, on a aussi une réalité qui s'appelle les marchés. Et à un moment donné, on peut rêver, mais il faut vivre du métier. Et il faut que ce soit vivable et viable. C'est-à-dire qu'en temps, on ait encore du temps suffisamment pour s'occuper de la famille et des congés et du monde qui est autour de nous, et viable pour qu'on ait au moins les moyens. Et on se rend compte que quand même, c'est des projets qui se construisent et il faut regarder justement, j'apprécie le fait de prendre des salariés quand on peut pour pouvoir s'organiser, mais il faut qu'il y ait un revenu. Donc ça veut dire qu'il faut regarder si la filière est mature, s'il y a de la place, s'il y a le consommateur, si le prix va aller au consommateur, parce que nos métiers, c'est quand même d'alimenter
les consommateurs, qu'ils aient des hauts revenus ou qu'ils soient au chômage ou qu'ils soient étudiants et qu'ils aient peu de revenus. Donc nous, il faut qu'on s'adapte à toute cette société qui a des désirs différents et des moyens différents, et il faut que nous en vivions. Et nous, le challenge, c'est que tous ceux qui vont vers un projet qui vont jusqu'à l'aboutissement du projet, ils trouvent déjà des moyens financiers, enfin en vivent, et puis qu'ils y trouvent encore du plaisir, évidemment. Caroline, vous qui êtes jeune dans un secteur compliqué, tant qu'on n'aura pas inventé le bouton marche arrêt sur les vaches, l'élevage, ça restera compliqué. Quel conseil vous donneriez à des jeunes femmes comme vous qui auraient envie de se lancer dans cette aventure ? Le premier conseil, c'est quand même d'avoir du soutien autour de soi, parce que c'est pas tous les jours facile l'élevage. On a des contraintes, et puis on a des jours avec des bêtes malades ou des jours où ça va mieux. Enfin, c'est du vivant. On travaille avec du vivant, donc c'est pas tous les jours simple. Donc, faut déjà être entouré. Et puis, le deuxième conseil, c'est qu'il faut être passionné, parce que, justement, avec ces contraintes, il faut quand même ne pas oublier l'amour qu'on porte à nos bêtes. Et puis, savoir pourquoi on se lève le matin, c'est la première chose, c'est pour aller voir nos bêtes, soigner nos bêtes et voir si tout va bien. Il y a des moments de découragement. Vous avez connu, vous, des moments de découragement ? Et un peu plus tard que printemps 2020, ça a été compliqué pour tout le monde. Le Covid-19, ça a été un gros dur. Du coup, ça fait un petit peu peur. Aujourd'hui, les marchés sont assez stables, on va dire. Les gens sont quand même venus en station, donc on est rassuré. Mais quand les stations arrêtent de fonctionner au mois de mars, alors que d'habitude elles arrêtent au mois de mai, ça fait peur. Mais là, le soutien était là, on était tous là, on travaille en coopérative, donc on se serre les coudes, et puis on a quand même réussi à vendre notre production cet été, et on a hâte de voir tous les touristes revenir dans nos montagnes. Ah, même ceux qui vous cassent un peu les pieds avec leur remontée mécanique ? Ils nous cassent pas les pieds parce qu'ils nous font vivre, donc il faut savoir faire la part des choses. Ouais. Et ils achètent le fromage dans les coopératives, mais justement, vous en avez peut-être vendu un peu moins, non, cet hiver ? Alors justement, cet hiver, on avait un petit peu peur au début par rapport à est-ce que les stations vont ouvrir, est-ce que les remontées vont ouvrir ou pas. Au final, ça s'est plutôt bien déroulé. Les remontées étaient fermées, mais les touristes sont quand même venus. Donc, on a eu une baisse de production au printemps par rapport à la peur de plus voir personne chez nous. Et au final, heureusement qu'on a baissé un petit peu cette production. Aujourd'hui, les caves sont stables, elles sont pas pleines. On a de la place en cave. Et du coup, on a quand même eu de la vente cet hiver. On a quand même eu des gens dans nos secteurs pour acheter notre Beaufort. Alors, Anne-Laure Fondeur, je voudrais qu'on parle aussi de la place des femmes dans la haute administration. Est-ce que là, c'est un secteur qui s'ouvre plus volontiers aux femmes ou pas ? Je ne sais pas si c'est un secteur qui s'ouvre plus volontiers aux femmes. Dans la haute administration, il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des disparités en fonction des filières. Par exemple, les ministères les moins féminisés, c'est l'armée et les outre-mer, mais c'est plutôt structurel que lié à la ligne ministérielle. Dans la haute fonction publique, je crois que le maître mot, c'est un peu celui qu'on a déjà vu, c'est tout ce qui est accès à l'accompagnement, à la compétence, à la reconnaissance des métiers. Et il y a, je pense que vous le savez, il y a un programme gouvernemental assez fort en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui engage beaucoup les ministères, notamment, à être un peu, on va dire, phare dans ces aspects-là. Vous avez cité les chiffres en entrée, c'est un état de fait. Aujourd'hui, il y a
moins de 40% des femmes qui ont accès à des postes à haute responsabilité. L'identificatif qui en est fait, c'est que le vivier, en fait, et ce qu'on appelle le vivier pour accéder aux hautes responsabilités est plus faible pour les femmes que pour les hommes. Donc là, les axes de travail sur la plupart des ministères, c'est de renforcer la place des femmes dans les postes d'accès avant les hautes responsabilités. Mais alors, est-ce que ce sont les femmes qui s'auto-censurent en disant ben non, finalement, ce poste de chef de service, de conseiller de ministre, c'est pas pour moi. Il y a sans doute d'autres gens qui seront plus légitimes. C'est un peu le syndrome de l'imposteur, ou c'est une autre explication? Alors, en préparant l'émission, j'ai relu avec attention une étude qui avait été faite il y a une dizaine d'années par une femme pour essayer de comprendre la place des femmes dans la haute fonction publique. Et en fait, ça faisait écho à beaucoup de choses qui ont été dites sur le plateau. J'ai trouvé ça assez étonnant, et donc c'est peut-être un marqueur de la place de la femme sur le fait que il y avait un abord différent du métier chez les femmes. Il y avait le fait de considérer d'entrée que on devait être à la fois la mère de famille, la femme qui travaille, celle qui apporte l'idée. Voilà, ça c'était très marqué dans cette étude qui avait été faite sur la haute fonction publique. Et finalement, j'ai entendu que dans les chambres, c'est un peu la même vision. Et voilà, donc c'est peut-être un marqueur de la femme dirigeante, on va dire, qui est un peu différent, c'est-à-dire cette multiplicité des tâches. Mais les femmes ne se censurent pas. Les jeunes candidates éventuellement à des postes de responsabilité ne se censurent pas parce que femmes. Non, j'ai jamais vu des femmes se censurer, et dans cette étude, c'était assez marquant. En revanche, ce qui était très clair, et ça rejoint un peu les notions d'accompagnement qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est que ce qui avait été évoqué dans cette étude notamment, c'est que les femmes réfléchissaient beaucoup plus à leur capacité à faire l'ensemble. C'est-à-dire, elles s'auto-censurent pas en tant que telles, mais elles réfléchissaient beaucoup plus à leur parcours de carrière. Alors, moi, je voudrais qu'on parle de l'exemple du département de la Somme, Françoise. Parce que quand même, on parle de la féminisation, mais la Somme est un exemple particulier. Maire d'Amiens. Oui, tout à fait. Préfète. Un univers de femmes. Chambre d'agriculture. Chambre de commerce. Directrice de la DDTM. Et j'en passe. C'est vrai que... Comment vous l'expliquez? Je sais, c'est que les femmes se sentent bien. Sans doute, mais encore. Et qu'elles osent. Je sais pas. Ça veut dire aussi que les hommes les laissent accéder à des postes de qualité, et qu'il y a peut-être moins cette rivalité, ou cette voilà, c'est quelque chose qui est accepté, d'avoir une femme qui soit qui décide ou qui compose. Et puis après, il faudrait peut-être voir en fait, le poste à responsabilité, avant, c'était peut-être un pouvoir, c'est-à-dire qu'on décidait. Aujourd'hui, quand on est en responsabilité ou responsable, je pense qu'on anime. C'est différent. C'est peut-être plus facile. Avec vous, il n'y a pas le syndrome du chef? On est plutôt du management participatif? Oui, tout à fait. Moi, j'ai une équipe. Moi, je travaille avec mon équipe, mon bureau, et j'ai besoin d'avoir une équipe. Mais j'ai besoin aussi, quand j'étais à la ferme, de travailler avec mon mari, avec mes beaux-parents. Enfin, on est dans une équipe. Et peut-être que le sens même de la responsabilité a un peu évolué, et c'est beaucoup moins le pouvoir, et c'est beaucoup plus la discussion et l'animation. Et on entend beaucoup aujourd'hui. Vous êtes, par exemple, président d'une association, vous devez animer, c'est-à-dire écouter tout le monde et décider avec les uns et les autres. Et c'est peut-être ça qui a fait évoluer un peu les choses. Marie-Cécile, il n'y a pas cette quête de pouvoir chez les femmes?
Je me reconnais tout à fait dans ce que vous venez de dire par rapport à mon mode d'animation des groupes de travail, par exemple d'Agridé. C'est tout à fait ça. Je suis là pour écouter les experts, les spécialistes, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très transversal et horizontal finalement les échanges. C'est ça qui est intéressant. Je voulais revenir sur le sujet du réseau. On parlait d'exemplarité tout à l'heure, de mentors, etc. Les réseaux sont importants. Le fait de voir que c'est possible qu'il y ait des femmes avec des responsabilités, etc. Et je voulais juste parler d'un réseau international qui s'appelle Women in Agribusiness. Alors, c'est quoi? Expliquez-moi. Alors, c'est une communauté internationale de femmes dans le monde de l'agroalimentaire ou l'agro-industrie. Qui est née en fait aux États-Unis et qui est maintenant intègre aussi des femmes européennes. Alors c'est vrai que tout se passe en anglais, donc voilà. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de sujets qui sont traités dans des conférences qui reviennent régulièrement. L'année dernière, ils m'ont invité à animer une table ronde sur l'innovation, la place des femmes dans l'innovation, en mettant en avant certaines start-upeuses en particulier et françaises notamment. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, cette espèce de réseautage entre femmes de différents pays, mais évidemment avec des constats partagés, des enjeux partagés dans le monde de l'agroalimentaire. Et voilà. Et je trouve que c'est très utile pour montrer que on partage certaines choses et effectivement, il y a peut-être un peu moins d'enjeux de pouvoir que s'il n'y avait que des hommes. Françoise? C'est aussi le fait de l'informatique et du réseau informatique. En fait, avant, celui qui avait le pouvoir, c'était celui qui savait. Aujourd'hui, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui sait aller chercher l'info et qui sait la partager. Et donc, nous, les femmes, là-dessus, on sait faire. Peut-être que, vous voyez, c'est voilà l'évolution de toutes les innovations nous apportent énormément de choses et on peut arriver à s'exprimer les uns et les autres différemment et à trouver d'autres moyens de collaborer. Ça se passe comme ça chez vous, Fanny? Mais oui, ce que j'entends et ce qui me fait écho, c'est en effet, il y a à la fois l'exemplarité, les réseaux, c'est-à-dire qu'on est toutes inspirées d'autres femmes. Et peut-être que dans la somme, elles se sont inspirées mutuellement et que du coup, voilà, je ne sais pas. Mais il y a cet effet-là, il y a ce fait de s'inspirer, l'effet réseau. Et en effet, on est dans une société où on est beaucoup plus en mode participatif et donc les pratiques, elles évoluent, elles changent. Et peut-être que justement la femme prend sa place pleinement par ce biais-là. Oui. Et avoir un coup d'avance. Alors vous, votre prochain coup d'avance, ce sera quoi sur l'ail? Après avoir fait de l'ail noir, de l'ail déjà tout épluché pour qu'on ait plus à se casser la tête avec ça, vous ferez quoi? Nous, on travaille sur des variétés d'ail un petit peu différentes. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai amené ici, là, pour vous faire goûter ensuite, une huile de fleurs d'ail éléphant. Voilà, donc on va rechercher le goût. Nous, notre quête, c'est le goût. Alors, ça passe par une production de semences, de plants, et puis on est dans cette recherche, cette quête du goût. Alors, une huile de fleurs d'ail éléphant. Mais où est-ce que vous avez été chercher ça? C'est le voyage où, ce coup-ci? Non, nulle part. Là, c'est la rencontre avec les chefs qui nous a amené à ça. Ouais. Et justement, ça aussi, ce sont des échanges réguliers avec des gens qui ne sont pas forcément de votre univers? Ben oui, c'est fabuleux ça. En fait, c'est comme ça qu'on avance tous, hein, en fait. Hein. On écoute, on se challenge, on goûte, on discute, on a les oreilles ouvertes, on a envie de faire aimer ce qu'on produit, mais on a envie de produire ce que les gens aiment aussi. Et donc, c'est comme ça. Tout à fait. Marie-Cécile, est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre aussi pour la responsabilité des femmes en agriculture? J'ai tendance pour faire une plaisanterie en disant les agriculteurs voulaient une jeune agricultrice présidente, ils ont eu Christiane Lambert. Les agriculteurs ont voulu une femme présidente de la FNSEA, ils ont eu Christiane Lambert. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de diversité, qu'il n'y a pas d'autres femmes qui émergent dans cet univers. Je me trompe ou pas? Aucun souci là-dessus. Oui, je pense que vous vous trompez. Non, je me fais aucun souci là-dessus, parce que le temps passe et parce que le secteur se modernise. Voilà, on devient plus moderne comme les autres secteurs d'activité. Je voulais juste dire une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années, où je faisais partie d'une table ronde, un petit peu comme ici. Donc, dans une conférence, ça faisait 2 heures que la conférence avait commencé.
seulement des hommes s'étaient exprimés. J'étais la première femme qui parlait. J'étais la seule participant à cette table ronde. Et on parlait d'innovation et en particulier d'intelligence artificielle. Et donc un homme s'assied à côté de moi, autre participant à la table ronde, et me dit « Je m'assieds à côté de vous parce que je préfère la beauté naturelle à l'intelligence artificielle. » Donc je l'ai très mal pris. Et je lui ai dit tout de suite, mais moi je préfère l'intelligence naturelle, monsieur. Voilà. Et je pense que ce genre de réflexion, elle a été dite, je pense gentiment, mais c'est juste plus supportable aujourd'hui et elle ne se dira plus dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est plus possible. Oui, un petit peu comme cette phrase qui consistait à dire, et je ne sais plus de qui est cette phrase, la parité c'est quand on mettra au poste de responsabilité des femmes incompétentes. Voilà. Mais dans certains secteurs, on n'en est pas loin. Une dernière question. Moi, je voudrais qu'on retourne pour finir cette émission du côté de Bourg-Saint-Maurice avec vous, Caroline. Caroline, l'avenir, vous le voyez comment dans vos montagnes? Ah bah l'avenir, on le voit. On le voit comment? On le voit avec des gens qui viennent acheter nos produits, qui viennent à notre rencontre. On a envie de faire voir ce qu'on sait faire. On a envie de faire voir que l'agriculture, elle a évolué. Que bah voilà, les femmes, elles sont là, on sait être féminine et puis on sait élever des vaches, on aime nos bêtes, c'est le bien-être animal. Donc l'avenir, je le vois à partager ma passion avec ceux qui viennent en montagne nous voir et puis à partager notre bon produit, le Beaufort, voilà. Voilà, et puis on se retrouvera certainement au prochain concours national de Beaufort. C'est plutôt printemps-été, ça, si je me souviens bien, hein. Dans vos montagnes? Le prochain, d'habitude, il est pendant le salon de l'agriculture, mais il me semble que là, il est au mois de mai, à Châlons-en-Champagne, si je me trompe pas. Une dernière question, Françoise. Finalement, on a l'impression que, au fur et à mesure, la place de la femme s'affirme de plus en plus dans l'agriculture, qu'on oublie les vieilles images des femmes issues des organisations agricoles et que maintenant vous êtes des managers à part entière. Je vais mettre un bémol quand même, parce que si j'ai accepté moi de prendre des responsabilités, c'était un petit peu pour dire tout ce que les femmes avaient fait avant dans l'agriculture. Si l'agriculture elle a évolué autant depuis la guerre, c'est parce qu'il y avait des femmes derrière. Et on les mettait pas en avant parce que c'était pas culturellement l'habitude, mais il y a toujours eu des femmes dans l'agriculture et il y a toujours eu des femmes qui ont fait évoluer le métier, qu'elles aient un statut ou pas. Ce qui a changé, c'est qu'elles ont aujourd'hui un statut et moi je milite pour que toutes les femmes qui travaillent dans nos fermes, soit elles sont salariées, soit elles sont exploitantes agricoles, mais qu'elles soient reconnues et qu'elles préparent aussi leur avenir quoi quelque part. Mais il y a toujours eu des femmes dans l'agriculture. Et moi, je connais moult femmes qui ont travaillé et qui se sont exprimées épanouies. Et je ne sais pas qui était chef d'ailleurs. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, mesdames, d'avoir accepté ce rendez-vous, ce premier grand rendez-vous sur le plateau de Village Semences. Et moi, je vous retrouve demain pour parler d'un autre dossier qui aura très bien évidemment au monde de l'agriculture. À demain.